Bonsoir Éric Coquerel. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Commission des Finances et vous avez écouté bien sûr le Premier ministre et puis vous avez auditionné il y a quelques heures Éric Lombard, le ministre de l'économie. Vous nous direz s'il a dit quelque chose de plus par rapport aux propos de François Bayrou. Est-ce que vous avez compris cet exposé pédagogique du Premier ministre et un exposé d'alerte? Est-ce que c'est un exercice de communication ou est-ce que vous estimez que c'est un exercice qui est par trop anxiogène? Écoutez, la vérité est toujours révolutionnaire. C'est François Bayrou qui a cité Lénine et Trotsky. Mais la propagande est toujours réactionnaire, parce que c'était de la propagande ce matin. Voilà. Pourquoi? Parce que... les chiffres étaient faux? Non, c'est pas qui... Vous savez, vous pouvez mettre des chiffres justes, mais en choisir certains plutôt que d'autres, et leur donner un sens auquel vous voulez arriver. Donc là, ça s'est passé ce matin. Par exemple, ce qui était prévu ce matin, c'était de nous dire, comme d'habitude, tout change dans le monde. Je reprends les termes de François Bayrou. Oui, je les ai devant moi. Un tsunami, un cyclone, et puis on ne change pas, on fait la même politique, donc on baisse les dépenses publiques et on ne tient pas compte du tout effectivement du changement de moment dans lequel nous sommes, qui est à mon avis la fin du modèle de libre-échange au profit d'une guerre commerciale. Et donc on fait la même politique. Donc le bilan, c'est nous annonce pour l'année prochaine 40 milliards de baisse de dépenses, alors que tout montre que le problème de ce pays, c'est les recettes qui ont baissé depuis 2017. Donc ça, on n'y touche pas. Baisse de dépenses publiques, aspect récessif, au moment même où les Allemands vont mettre 500 milliards d'investissements pour leur industrie. Mais eux, ils ont les moyens. Nous, on n'a pas les moyens. D'accord. Et donc, admettons. Justement, là vous allez dans le sens du Premier ministre. Non, pas du tout, parce que, il dit attention, nous n'avons plus les moyens, donc il faut les retrouver pour pouvoir. Voilà, le Premier ministre donne des tableaux, il montre que le commerce extérieur allemand depuis 2000 va mieux que le commerce français, l'industrie, la productivité. Ça c'est sûr, vous êtes d'accord. Mais si on n'investit pas dans justement, alors moi je pense qu'il ne faut pas investir dans l'armement, mais si on n'investit pas dans l'écologie, l'environnement, la bifurcation écologique, dans l'industrie, dans la souveraineté industrielle, numérique et autres, mais le différentiel avec les Allemands, il va ne cesser de s'accroître. Oui, mais il est déjà énorme, vous êtes d'accord. Donc il va continuer à s'augmenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte de la nouvelle période. Les Allemands sont en train de prendre des décisions justement faire face à une guerre commerciale pour avoir, en gros, pour remplacer leur industrie automobile. Ils ont 3% de déficit. Ils ont une dette qui est mais notre déficit, nettement inférieure à la nôtre. La nôtre, elle est gigantesque. Notre déficit, non. 3300 milliards. Bon, non, c'est pas mal. 3300 milliards, ça fait partie des chiffres que j'appelle de la propagande. Vous savez très bien que 3300 milliards, c'est sur un peu plus de 8 ans. Oui. On ramène ça à un an, ça ne veut rien dire. Oui. Le chiffre qu'il faut voir, c'est 58 milliards de charges de la dette cette année. 58 milliards de charges de la dette, c'est 1,7 points. 62 milliards l'année prochaine et 100 milliards en 2029. Il y a une inflation de 2 points, donc on est en dessous à 0,3 points l'inflation. Je ne dis pas que c'est bien, comprenez-moi, mais dis non, c'est pas vrai. Il n'y a pas le feu au lac. Là, il y a des obligations qui viennent d'être émises. Tout le monde s'est précipité sur les obligations françaises parce que c'est un placement sûr. Donc arrêtons de laisser penser que le seul alpha oméga, c'est la question des déficits, et plus encore qu'on doit le résoudre par une baisse des dépenses publiques, alors qu'il faut aller chercher des recettes supplémentaires, notamment du côté des ultra-riches, qui ont largement profité de ça sans faire ruisseler sur l'économie. Alors on va reprendre un peu les différents points. C'est pour ça que je vous dis c'est de la propagande ce qui nous est dit. Si vous voulez bien. On va d'abord commencer par le montant des déficits publics, de la dépense publique, 57%. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Oui. Ok. Alors, lui, il dit le montant de la dépense publique, c'est le plus élevé de tous les pays occidentaux, voire de tous les pays. Bon, et surtout, il y a un point intéressant malgré tout. C'est est-ce qu'on n'est pas quand même un peu, je me fais le contrepoids, un peu drogué à la dépense publique, parce que lorsque vous regardez les classements de l'OCDE, les classements PISA, tous les classements que vous voulez, Éric Coquerel. Vous regardez sur les inégalités, on n'est qu'en 12e position. Vous regardez sur le travail, on est au 30e position. Vous regardez sur l'éducation, on est en dernière position sur le classement PISA. Donc on voit bien que c'est pas forcément le montant énorme de dépenses publiques qui joue. C'est plutôt la manière dont vous le dépensez. Non, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes un homme. Première réponse. Vous savez que dans les dépenses publiques, on met aussi les dépenses fiscales, les dépenses publiques. Donc, par exemple, les 200 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie. Je ne suis pas d'accord avec les contreparties, mais on va. Non, c'est pas 200 milliards. Mais d'où sort ce chiffre de 200 milliards? C'est 135. Oui, mais là, c'est 135 milliards. Non, et 80 milliards pour les allégements de. Voilà, exonération. Les deux. Voilà. Tout confondu, ça fait 200 milliards qui partent en dépenses
pour les entreprises, sans contrepartie, sans aide, sans expertise. Mais il y a des contreparties, c'est ça que je ne comprends pas. C'est quelle contrepartie? Bah écoutez, quand vous avez le droit à un allègement de charges ou de cotisation sociale, quand vous embauchez quelqu'un. Non, vous avez le droit quand vous avez, pas dans l'air qui est au niveau du SMIC ou même jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Bien sûr. C'est pas quand vous faites une contrepartie. Que je sache, c'est ça, vous avez quand même quelqu'un. Heureusement il y a un travailleur en face. Oui, d'accord. Donc, parce qu'il y a de l'embauche, le travailleur en face pour produire des richesses, il faut que l'État puisse assurer une partie de salaire. Vous admettrez que pour des défenseurs de la libre entreprise, du libre-échange, de la concurrence, etc., c'est quand même assez bizarre de dire que l'État doit intervenir à ce point-là. Mais moi, je ne conteste pas. Je ne conteste pas. Continuons sur le reste. Voilà. Je ne conteste pas que le fait qu'il puisse y avoir des aides aux aides aux entreprises. Mais quand vous aidez des entreprises dont une partie de ces aides sont recyclées en dividendes, c'est-à-dire la part non productive, non investie des profits qui a doublé depuis 2017. On va revenir sur cette logique. Oui, mais c'est ça le problème. Je voudrais qu'on revienne sur les dépenses, le montant des dépenses publiques. Je vais rester là-dessus. Est-ce que si on continue à arroser sans justement contrepartie, sans chercher pourquoi ça ne marche pas dans les hôpitaux, regardez. Moi, je viens de vous donner. Regardez, vous prenez les hôpitaux, mais là, on a encore une alerte tout à l'heure, on y reviendra sur l'assurance maladie. Il y a l'alerte hier de la Cour des comptes. On voit bien qu'il faut revoir notre système de santé. Pourquoi oui, il faut le voir, il faut lui redonner plus de moyens. Mais est-ce que c'est uniquement plus de moyens? Est-ce que c'est pas plus le fait, on voit bien que c'est les questions d'efficacité, si j'utilise ce mot, vous allez bondir. Mais l'efficacité, évidemment, on a un système il faut mieux soigner les gens, c'est ça qui est l'essentiel. On a un système de santé. Alors, je vais vous répondre surtout sur la dette, sur la question du déficit, la dépense des dépenses publiques. Quand vous regardez en réalité la dette publique en France, mais si vous additionnez les dettes privées, les deux, parce qu'il faut les additionner, les dettes privées, les dettes publiques, c'est des mutualisations de la dette privée quelque part, et c'est souvent à partir des dettes privées qu'il y a des crises. Quand vous additionnez les deux, vous apercevez que la France est pas en tête en Europe, la Hollande est largement devant nous, et qu'on est plutôt dans une moyenne. Et à mon avis, c'est ces deux choses qu'il faut voir. Pourquoi il faut voir ça? Parce que pourquoi croyez-vous que dans certains pays, il y a des dettes privées plus importantes? Parce qu'une partie du système de santé n'est pas publique, n'est pas assurée par de l'argent public ou par des cotisations, c'est-à-dire par un système social, mais du privé. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endettent davantage pour se payer la santé, pour se payer les logements, pour se payer l'éducation. Moi, je ne rêve pas de ce modèle. Moi, je n'ai pas un problème que des besoins fondamentaux soient gérés par le public. Alors effectivement, ça augmente la dette privée, publique, ça baisse la dette privée, et c'est un système, même en termes de gestion, qui marche plutôt mieux. Vous regardez alors, si on parle là-dessus, sur la santé. Donc je défends le modèle social français. Le seul problème, c'est que depuis des années, il est attaqué frontalement. Il y a moins de moyens pour les hôpitaux, il y a moins de moyens pour la santé. Et donc, mais quand vous regardez en masse, il n'y a pas de moins de moyens pour les hôpitaux. Quand vous regardez en masse, ça se passe moins bien. Par contre, il y a les agences régionales de santé, il y a une bureaucratie. Tous les médecins, vous connaissez comme moi plein de médecins qui vous disent tous la même chose. Écoutez, le système américain de santé qui est privé... regardons pas les regardons le Danemark, regardons la Suède, regardons tous les pays nordiques. Mais le système de santé français, il est en mauvais point parce que il est basé essentiellement, de manière importante, sur une santé publique, en théorie, même si c'est grignoté au fur et à mesure par la santé privée pour les plus privilégiés. Mais pas que pour les plus privilégiés. Il est fait de telle manière que si vous commencez à diminuer les moyens, comme on le diminue notamment dans les hôpitaux, effectivement, il est moins efficace. Il y a 15 ans de ça, vous avez le documentariste américain Moore, je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est pas grave, Michael Moore, c'est ça. Il avait fait un documentaire comparant les systèmes de santé, montrant qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Mais je ne vous parle pas du système américain. Personne ne rêve. Je vous dis qu'on a cassé le système de santé public français en diminuant les moyens, des hôpitaux. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour un système où les besoins fondamentaux des gens, on partage la richesse de façon à ce que, soit par des cotisations adossées sur le travail pour la Sécu, soit par des impôts et de la fiscalité pour d'autres domaines, on arrive à faire en sorte que les Français soient ne remettez pas du tout en et cause, on répond plus aux besoins. Pardonnez-moi, j'en profite parce que comme on peut avoir des conversations franches avec vous, autant en profiter. Vous ne remettez jamais en cause le fait que la dépense publique, parfois, elle n'est pas bien utilisée, elle n'est pas bien fléchée, elle se noie dans les strates administratives. En tous les cas, c'est tous les retours qu'on a sur, par exemple, sur la santé et les hôpitaux. Donc, je reviens sur les chiffres. Parce que on est d'accord que
c'est pas la politique que je préconise qui est appliquée depuis 2017. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, cela dit, depuis 2000, il a bien montré des chiffres quand même. Il montre que de gauche comme de droite, tout le monde est en ça que je montre, c'est que les chiffres qu'on nous a montés juste avant, dans une réunion juste avant, où il n'était pas, étaient plus éclairants, parce que depuis 2017, ils montrent très clairement que les recettes diminuent dans ce pays, et vous savez comme moi que la plupart des recettes qui ont été baissées à hauteur de 60 milliards vont aux plus riches. 62 même, mais depuis quand? Depuis 2017, ça baisse dans ce pays. Non, mais si, c'est intéressant. Moi, bien sûr, c'est intéressant. Pour parler de la politique qui est appliquée par les différents gouvernements, qui, peu ou prou, parce qu'il y a eu la crise de la Covid, il s'est passé des choses, et quoi qu'il en coûte. Je mets le Covid à part. Les recettes baissent dans ce pays, les dépenses publiques sont stables, ont même légèrement tendance à baisser, moins 2 points de PIB, les recettes baissent de 2,5 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique qui a consisté à faire en sorte de faire des cadeaux fiscaux au capital. Ça a été assumé. Aux entreprises. Non, au capital. Les cadeaux fiscaux qui ont été faits. Parce qu'on a baissé l'IS et du reste, ça a rapporté plus. Les cadeaux fiscaux qu'on a faits, on les a fait principalement, suppression la flat tax, suppression de l'ISF, aux revenus du capital. D'accord ? Aux revenus du capital, par rapport aux revenus du travail. Bien, ces revenus du capital, c'était Bruno Le Maire qui théorisait en disant ce que j'attends de ça, c'est qu'on attire les capitaux, ça va augmenter l'investissement, l'emploi, etc. Ça ne s'est pas passé. Tout un écosystème de start-up qu'on connaît bien ici. La part des investissements d'entreprise a baissé. Il y a l'industrie manufacturière a baissé, la part de l'emploi dans l'industrie a baissé, le chômage va remonter à plus de 8%, il y a eu 130 000 emplois et la pauvreté a augmenté. Il y a eu 130 000 emplois créés. Dont 900 000 apprentis qui arrangent largement les choses et qui ne peuvent pas vraiment être considérés comme des emplois dans, en tout cas, la manière dont les... Non, mais c'est quand même mieux que d'être au chômage, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Mais dans ces cas-là, excusez-moi, mais on peut tout admettre mieux que le chômage. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça fausse un peu les résultats de l'emploi. Mais aujourd'hui, les résultats sont mauvais. Donc cette politique a consisté à dire on va attirer les capitaux pour pouvoir permettre d'investir, pour pouvoir permettre d'avoir plus de recettes d'impôts, a échoué. C'est l'examen, ma commission d'enquête qui le montre. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir baissé les dépenses publiques l'an dernier, on les a baissées à hauteur de 33 milliards d'euros avec les annulations de crédit. Ça coûte 0,4 points de PIB. Mais pour ça un montant coûte de 6 milliards d'euros sur 1600 milliards les dépenses publiques. Non mais qu'importe, c'est pas ça la question. La question c'est que la politique consiste à baisser les dépenses publiques. Si vous baissez 4 milliards, c'est récessif et vous ne répondez plus aux besoins des Français. Oui, mais attendez, est-ce que vous savez que l'an dernier, on a baissé milliards sur 10 milliards, c'est énorme. Si vous baissez de 4 milliards sur 1600 milliards, c'est pas gigantesque. Mais c'est gigantesque à partir du moment où concrètement ça donne quoi? Ça donne que l'an dernier, par exemple, le budget du logement a baissé de 1,5 milliard. Vous trouvez que le logement va bien dans ce pays? Qu'il y a suffisamment de logements sociaux, que les gens logent? Non. Le budget de l'écologie, de l'environnement, sur les politiques environnementales, il a baissé de 2,4 milliards. Et vous savez très bien comme moi que dans le même temps, vous avez le rapport Pisani-Ferry, économiste d'Emmanuel Macron 2007, Mahfouz, qui dit qu'il faudrait 37 milliards de plus d'investissement de l'État et autant du privé pour atteindre les objectifs du climat. Donc tout ça, on n'est pas en train de le faire. Et le problème qu'il y a là-dedans... Mais parce qu'on se trimballe une dette absolument énorme. Oui, et donc la dette énorme... Une dépense publique la dette énorme, qui n'est pas si énorme que ça. Mais il faut peut-être la réallouer. La dette énorme, qui n'est pas si énorme que ça, je le dis, je pense qu'on fait très peur aux gens à cause de ça. Elle est due depuis 2017, c'est ce que je vous dis, les déficits sont dus aux pertes de recettes. Donc, il faut récupérer des recettes. On a besoin d'aller récupérer des recettes et de les récupérer là où actuellement ça gagne, c'est-à-dire dans les 10 et même surtout les 1% des Français les plus riches qui ont largement gagné et qui n'ont pas réinvesti dans l'économie. Moi, je préfère aller prendre cet argent et faire en sorte que, par exemple, on investisse, que l'État investisse, permette une souveraineté industrielle, écologique, dans l'avenir, et donc pas ce que font les Allemands. Voilà, j'allais dire Éric Lombard, Éric Coquerel. Éric Coquerel, vous savez bien, sur les impôts les plus riches, certes, mais en même temps, ça les a fait revenir en France. Tant qu'à faire, autant qu'ils ne soient pas en Belgique, en Angleterre, où un peu comme maintenant, on les voit partir à Rome, qui est devenue la nouvelle terre d'exil, au Portugal, en Espagne. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Si, bon, les chiffres ont été faits, on a ou pas supprimé l'ISF. C'est très faible, parce que pour des riches, c'est pas mal de vivre en France. Est-ce que vous savez... Et vous avez des investissements étrangers qui sont venus. Ça a quand même fonctionné. Edwige, est-ce que vous savez que là, je vous cite le CPO, le Comité des prélèvements obligatoires. Quand vous regardez les très hauts revenus, par exemple plus de 200 fois le revenu médian, eh bien vous apercevez que la France n'a pas les prélèvements obligatoires record en Europe. On est dans la moyenne.
on est derrière les Anglais, derrière les Belges. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on a aujourd'hui... Mais sur le reste, vous êtes d'accord qu'on a... C'est 43% le taux de prélèvement obligatoire en France. Mais justement, vous savez très bien que pour les ultra-riches, c'est pas ça. Les ultra-riches, aujourd'hui, ont réussi à être imposés à l'impôt sur le revenu à peu près 0. Et donc, c'est leur taxe professionnelle qui prend, donc ils sont à peu près imposés à 25% sur l'ensemble de leur patrimoine, d'où, par exemple, la taxe Zuckman qui est proposée, quand... Quelqu'un qui est assujetti à l'impôt sur le revenu est assujetti dans les mêmes tranches à 45%. Oui. Voilà. Donc, mais en même temps, alors attendez, moi, hier, je posais la question qui nous manquent, à un entrepreneur qui a réussi, qui a créé sa boîte, qui a réussi, qui est le président de la CPME. Mais il me disait, mais vous avez la flat tax qui est à 30%, mais derrière les dividendes, tout ça, ça a déjà été taxé à 18%. Donc on est déjà taxé. Vous voyez, je veux dire, c'est que on ne met en avant que le devant de la devanture fiscale, si vous me permettez cette expression. C'est l'entreprise qui a été... Non. Oui, l'entreprise. Deux choses. Oui, l'entreprise paye des impôts. Sur les profits. Donc le dividende qui touche a déjà été fiscalisé. Mais non, la fiscalité pour l'entreprise, mais pas pour le détenteur de dividende. C'est comme si vous me disiez quelqu'un qui touche un salaire. Attendez. Quelqu'un qui touche un salaire, c'est arrivé, ça participe à la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc l'entreprise a été imposée, donc on n'a plus besoin d'imposer celui qui touche des salaires. C'est la même chose. Le dividende, c'est la rentabilité non productive et non investie du capital. Ces dividendes, ils ont doublé par 2 depuis sauf que 2017. vous prenez un risque quand vous investissez dans une entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez toucher des dividendes, mais comme vous pouvez ne pas toucher de dividendes. C'est quand même une rémunération. Il y a peut-être, vous serez peut-être d'accord avec moi, qu'il y a peut-être un équilibre à trouver. Ah non, ça. D'accord. Quand de l'autre côté, il y a 200 milliards... Reconnaissez que c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. 200 milliards d'euros qui sont mis et que une partie est distribuée dans les dividendes. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, les dividendes ne sont pas imposés comme les revenus du travail. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur l'actualité, parce que il y a quand même ce fameux... C'est central ce que je vous dis là. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est que l'horloge tourne. Ce budget. Donc, juste pour être clair, pour vous, la survie du pays n'est pas en jeu. Vous répondez non, bien sûr. Elle est en jeu si on ne change pas de politique. Parce qu'on va reculer. Et la consommation populaire va faiblir. C'est le feu de l'activité économique française. C'est ce qui nous permet d'avoir des meilleurs résultats que les Allemands. 40 milliards à trouver pour faire des économies pour le budget 2026. Alors, ça ne veut pas dire que la dépense publique, elle continue d'augmenter, mais elle augmentera moins vite. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'elle n'augmente plus. Ah, moi j'ai entendu Éric Lombard qui disait que ça continuait. C'est pour ça qu'il a parlé d'allègement. Non, il a prévu ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'est le fait que désormais on reste au même budget, d'accord. On l'impacte pas par l'inflation, donc de fait ça va baisser, d'accord. Et on ne l'adapte pas non plus aux besoins. Ça s'appelle la croissance tendancielle, c'est-à-dire les besoins de moment qui permettent. Donc il va y avoir une baisse. Et on va attaquer en plus de ça les collectivités territoriales, dont je vous rappelle qu'elles assurent 70% de l'investissement public. C'est ce qu'il a souligné ce matin, le Premier ministre. Vous êtes d'accord avec le 6 mai, il a annoncé une conférence des territoires. Oui, mais là, si on leur prend encore de l'argent alors qu'elles ont des frais de fonctionnement qui sont contraints par l'État, je pense qu'on va fermer là aussi. Juste un point, j'en profite, Éric Coquerel. Comment vous expliquez que le nombre de fonctionnaires augmente dans les collectivités locales? C'est plus 2% ou plus 1%, pourquoi il augmente? De mémoire, il n'augmente plus au niveau de l'État, et dans les collectivités, il augmente encore un peu, tout simplement parce que à partir du moment où vous avez plus de transferts de compétences, que les collectivités, pour beaucoup, se retrouvent, par exemple, je prends les départements avec vous savez, ils prennent une grande part des questions sociales, notamment. Eh bien, il y a besoin de plus de gens pour s'en occuper. Donc, tendanciellement, vous avez un peu une augmentation. Mais cette augmentation, si je regarde par rapport à la part des collectivités dans le PIB, elle n'augmente pas, ce n'est pas vrai. Donc, c'est aussi parce que quand vous avez eu un transfert de l'État vers les collectivités sur un certain nombre de prestations, il y a des choses qui augmentent un peu du côté. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des hausses d'impôts? Non, dit. Je l'espère. Non, dit le Premier ministre. Oui. Je ne sais pas ce que vous a dit Éric Lombard tout à l'heure, à la commission des finances. J'espère qu'il y aura des hausses d'impôts pour les plus riches. Oui. Je le dis précisément parce que ce n'est pas les classes moyennes. C'est le danger, hein. Non, mais vous savez, le danger, il est là. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez vu l'étude qui montre que sur l'impôt sur le revenu, seuls les 10% les plus riches ont vu leur impôt sur le revenu baisser dans ce pays. Bon, donc le danger, il est là. Oui. Donc moi, je suis pour rendre l'impôt à nouveau redistributif et aller chercher l'argent là où il est trop parti depuis 2017. Alors là, vous allez bondir sur votre chaise, mais est-ce qu'il y a la moitié des Français, vous êtes d'accord, qui ne
ne payent pas d'impôts, et que vous avez les 10% les plus riches qui payent 70% du montant de l'impôt sur les revenus. Vous êtes d'accord avec moi? Pas les ultra-riches, est-ce que non, mais il y a les 10% les plus riches. Voilà. Mais enfin, les ultra-riches qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, c'est... Mais vous êtes d'accord que ce 10%, ils payent 70% de l'IR, l'impôt sur les revenus. Est-ce qu'il ne faut pas que ça soit mieux réparti? Alors, si, mais... Alors, par les plus riches, mais aussi sur l'ensemble des Français. Mais dans ces cas-là, il faut prendre la fiscalité globale. Oui. Globale. Moi, par exemple, dans un changement de fiscalité globale, je serais pour un impôt à 14 tranches et qui impacterait tout le monde, même symboliquement pour les plus déshérités. Mais une hausse de la TVA. Par contre, justement, le problème, c'est qu'on oublie que l'impôt, c'est environ 25% de la fiscalité, l'impôt sur le revenu, et que le reste, par exemple, c'est la TVA, c'est l'impôt le plus injuste puisqu'il est non proportionnel. Donc, je suis plutôt pour des baisses. La TVA, c'est un impôt non proportionnel. Donc, si vous voulez ma question, je serais plutôt pour un impôt sur le revenu plus rentable, qui touche plus de monde, plus de tranches de façon à être plus juste, et qui, par exemple, passe par contre des baisses de la TVA sur certains produits de première nécessité pour les plus... Mais si on fait une hausse de la TVA en excluant les produits de première nécessité? Non, je suis contre une hausse de la TVA. D'accord. La TVA est l'impôt le plus injuste qui touche ceux qui consomment le plus proportionnellement à leurs revenus, c'est-à-dire les plus défavorisés. Sur les retraités, Éric Coquerel, où est-ce que vous vous situez donc, je rappelle que vous êtes député LFI. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'on peut supprimer peut-être l'abattement de 10% sur frais professionnels? Et est-ce qu'on peut désindexer les retraités, ou du moins les retraites les plus élevées, ou continuer à indexer les retraites les plus modestes? Je vais vous répondre globalement. Je ne suis pour abaisser aucune retraite aujourd'hui, aucune pension de retraite par y compris les plus riches. Oui, parce que c'est pas du côté des retraités qu'on trouve les ultra riches. Donc j'estime que quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, d'accord, par rapport à son salaire, et qui se retrouve avec une retraite, je ne suis pas d'accord avec le fait d'aller lui abaisser sa retraite. Je pense que les privilégiés ne se situent pas là. Et en plus, ça a un autre problème, c'est que là aussi, ça touche la consommation populaire. Parce que si vous abaissez les revenus du travail, et les retraites sont des revenus du travail différés, eh bien là aussi, vous allez toucher la consommation populaire. Donc, c'est pas une bonne politique. D'accord. Donc là-dessus, on ne touche pas. Donc, on voit pas très bien encore. Et sur le fait que oui, mais ça suffira pas pour combler les 40 milliards. Vous êtes d'accord? Ah, mais si. Oui. Alors, oui, j'étais là pour la démonstration de Manuel Bompard. Voilà. Est-ce que vous êtes pour élargir la protection sociale qui, pour l'instant, notre modèle social repose sur le travail? Est-ce que d'une manière et d'une autre, il faut faire contribuer d'autres personnes, les retraités, notamment avec la CSG, parce qu'il faut rappeler que la CSG, les retraités sont exonérés depuis 2000 parce qu'il y avait un souci d'équité, parce qu'à l'époque, les retraités étaient, vivaient bien plus mal que les actifs. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce qu'il faut bouger ça? Ma préférence, c'est que notre système social est adossé. C'est un système assurantiel de solidarité entre travailleurs. Justement, pour qu'il soit adossé sur le travail. Uniquement sur le travail. À partir du moment où, dans le travail, on met bien évidemment les salaires différés, qui sont les cotisations. Et je suis plutôt pour qu'on augmente dans le partage de la valeur ajoutée ce qui va au travail, y compris ce qui va aux cotisations, de façon à assurer la pérennité de ce système. C'est ma préférence. Vous savez qu'on pourrait passer de 64 à 62 ans en augmentant les cotisations de 0,15 points sur 7 ans. Maintenant, par exemple, il y a certaines personnes qui le proposent au moins dans un moment d'urgence, même si ça n'est pas pour préférence, mais on pourrait très bien penser aussi qu'on fait cotiser au moins exceptionnellement les dividendes, par exemple. Non pas taxer, mais cotiser. Ça pourrait être des solutions. Ça a été voté dans le PLFSS avant qu'il soit annulé par le 49.3 sous Barnier, et c'était 15 milliards comme ça d'apporter. Voilà. En tout cas, il y a largement de quoi assurer notre système social, dont, je voudrais le dire parce qu'on parle beaucoup de déficit, mais il faut savoir qu'une grande partie de la dette de l'État est transférée dans la dette sociale, ce qui est un problème. Voilà. Et qui fait que après on dit il y a des déficits. Sauf que par exemple, il était assez anormal que tout le chômage partiel du Covid soit transféré sur la dette sociale. On peut considérer que c'était une décision de l'État qui n'avait pas reposé sur le système social. Vous avez sans doute vu que ce matin, il y a un nouveau dérapage de l'assurance maladie. On voit bien qu'il y a des dérapages importants, un comité d'alerte. Déjà hier, il y avait Pierre Moscovici qui a donné sa note de synthèse pour expliquer qu'il fallait faire 30 milliards d'économies, là aussi. Est-ce que le déremboursement des médicaments pour les plus hauts revenus ou pour des revenus les plus élevés, est-ce que vous y êtes favorable? Radicalement contre. Je pense que c'est la remise en question de notre système assurantiel. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce système marche parce que
il permet à chacun de bénéficier des mêmes droits. Si demain vous dites à des gens qui ont des revenus très hauts, vous n'êtes plus remboursé de la même manière, alors que vous cotisez de la même manière, ils ne seront plus d'accord au bout d'un moment et ils iront prendre des assurances privées. Donc un régime universel, ça permet à tout le monde d'être remboursé en fonction de la cotisation. Donc je suis absolument contre et je pense que ça va très loin parce qu'effectivement, M. Bayrou l'a évoqué ce matin, mais si c'est le cas, on en finit avec notre régime de sécurité sociale. Est-ce que le fait de supprimer certaines commissions, les comités Théodule, comme on a mal dire, où il y en a, tu vois, plus de 1000 en France, est-ce que vous trouvez qu'on peut peut-être, en tous les cas, faire un certain tri ? Certains, comme France Travail, sont très utiles. Je suis très méfiant là-dessus. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. C'est que ça sent quand même un peu le trumpisme, quoi. C'est-à-dire que on en est loin. On n'a pas encore sorti la tronçonneuse. J'ai pas le temps de vous faire écouter Amélie Montchalin, mais on en est juste avec une scie à main, mais c'est un bon début. Donc, c'est quoi ce qui nous vient des États-Unis ? C'est l'idée qu'il faut absolument affaiblir l'État. Donc, on ferme des opérateurs. On supprime des postes de fonctionnaires, on demande aux fonctionnaires, ce que peut faire François Bayrou, de dire qu'est-ce qu'il fait, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pas mieux le faire, voire le privé. Pourquoi pas, on fait ça dans une entreprise, on fait ça chez vous. Bien sûr, mais d'abord je vais vous dire, il y a un contrôle qui existe des fonctionnaires, ce qu'ils font, il ne faut pas laisser croire qu'il n'y a aucun contrôle de ce que fait aujourd'hui la fonction publique, c'est pas vrai. Mais derrière ça, c'est quoi l'idée ? C'est de faire en sorte d'affaiblir l'État. Si vous affaiblissez l'État, la régulation, elle se passera ailleurs. Et la régulation, quand elle se passe ailleurs dans le privé, c'est la loi du plus fort qui l'impose. Donc je ne suis pas d'accord avec cette logique. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir un travail d'expertise, notamment de réinternalisation dans l'État, mais ça veut dire dans ces cas-là qu'on ne supprime pas les postes en question des opérateurs. Donc on va vers une motion de censure de la part de LFI. Bien sûr. Oui. Bien sûr, donc vous allez reprendre, parce qu'on peut faire comme en 1962, Georges Pompidou. Non, ça c'est moi qui l'ai fait avec Barnier, c'était la première fois. Oui, vous l'avez fait avec Barnier, mais du coup c'est pas lui qui a été renommé, alors que Pompidou, lui, il a été renommé. C'est pour ça que je disais ça. Petite différence, parce que la différence avec Pompidou et De Gaulle à l'époque, c'est qu'ils étaient majoritaires dans le pays, ce qui n'est pas le cas de ce gouvernement qui n'a pas de légitimité, à mon avis, pour gouverner. C'est son problème, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ma commission d'enquête s'est intéressée. Il a très largement maquillé une partie des résultats l'an dernier pour passer les écueils électoraux. Merci Éric Coquerel. En tous les cas, voilà, comme ça, on a pu apurer certains points. On est d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, vous avez pu les exposer. Merci Éric Coquerel.